Alors que Napoléon est en Italie, enchaînant les victoires qui forgent sa légende, une autre guerre se joue, bien plus intime, bien plus douloureuse. Pendant que le général Bonaparte soumet l'Autriche et conquiert l'admiration de l'Europe, à Paris, Joséphine danse. Elle flirte. Elle fréquente d'autres hommes, insouciante, libre, peut-être un peu trop. Elle vit sa vie, loin du fracas des canons et de la boue des champs de bataille. Mais Paris est un petit monde et les rumeurs ont les jambes longues. Elle traverse les Alpes, parviennent jusqu'au quartier général de l'armée d'Italie et frappent Napoléon en plein cœur, plus violemment qu'un boulet autrichien. Imaginez la scène. Le général, le stratège invincible, celui qui réorganise l'Europe d'un trait de plume sur une carte, est seul dans sa tente. Il n'est plus le conquérant, il n'est qu'un homme. Un homme amoureux, trahi, dévoré par la jalousie. Et c'est là qu'il prend sa plume, non pas pour dicter un ordre de bataille, mais pour crier sa douleur. Ses lettres à Joséphine sont des torrents de feu. Elles sont un mélange unique de reproches brûlants et de déclarations d'amour absolu. « Tu ne m'aimes donc plus », lui écrit-il désespéré. « Je t'aime à la folie. Mon âme est tout endolorie de chagrin. » Une autre fois, la rage l'emporte. « Je ne t'aime plus, au contraire, je te déteste. Tu es une vilaine, bien gauche, bien sotte. » Mais quelques lignes plus bas, l'amour reprend toujours le dessus. « Ah, je te prie, laisse-moi voir quelques-uns de tes défauts. Sois moins belle, moins gracieuse, moins bonne. Mais surtout, ne sois jamais jalouse, ne pleure jamais. Tes larmes m'ôtent la raison, brûlent mon sang. » Ces lettres, ce sont les cris d'un cœur écartelé entre la passion et la blessure. N'importe quel autre homme aurait rompu. N'importe quel autre homme aurait tourné la page, furieux d'avoir été ainsi humilié publiquement. Mais Napoléon n'est pas n'importe quel homme. Et son amour pour Joséphine n'est pas un amour ordinaire. C'est une obsession, une dépendance. Il la menace, il la maudit, mais à la fin de chaque lettre, de chaque crise, il y a le pardon. Toujours. Il ne peut pas se détacher d'elle. Elle est son point faible, son talon d'Achille, mais aussi son étoile, sa source de motivation. Quand il rentre enfin en France, auréolé de gloire, c'est un homme transformé. Il est le héros de la nation. Il pourrait tout avoir, tout exiger. Et que fait-il? Il cherche Joséphine. La confrontation est terrible. On parle de cris, de larmes. Joséphine, terrifiée à l'idée de le perdre, lui qui est désormais l'homme le plus puissant de France, se jette à ses pieds, accompagné de ses enfants, Hortense et Eugène. Et face à ces larmes, face à ce visage qu'il aime tant, Napoléon cède. Encore une fois, il pardonne. Et de cette réconciliation naît une nouvelle phase de leur relation. L'amour renaît, mais il est différent. Il est plus mûr, peut-être, mais aussi plus dangereux. Car désormais, leur destin n'est plus seulement personnel, il est politique. En 1799, c'est le coup d'État du 18 Brumaire. Napoléon prend le pouvoir, il devient premier consul. Joséphine est à ses côtés, maîtresse de maison du palais des Tuileries, jouant son rôle de première dame avec un charme et une grâce qui conquièrent tout Paris. Elle est son meilleur atout diplomatique. 5 ans plus tard, le 2 décembre 1804, l'Ascension atteint son apogée. Dans la cathédrale Notre-Dame de Paris, glaciale et majestueuse, le premier consul va devenir empereur des Français. Le pape Pie VII a fait le voyage de Rome pour le sacrer. Mais Napoléon, fidèle à lui-même, va bousculer le protocole millénaire. Au moment crucial, alors que le pape s'apprête à poser la couronne sur sa tête, Napoléon la saisit et se couronne lui-même. Geste d'une audace inouïe, qui signifie au monde entier qu'il ne doit son pouvoir à personne, sinon à lui-même et à l'épée. Mais le moment le plus incroyable, le plus symbolique, reste à venir. Napoléon se tourne ensuite vers Joséphine, agenouillée devant lui, tremblante d'émotion. Et lui, l'empereur, l'homme qui vient de défier le pape et l'histoire, prend la couronne impériale, plus petite mais tout aussi somptueuse, et la pose délicatement sur la tête de sa femme, de celle qu'il a trompée, qu'il a fait souffrir, mais qu'il n'a jamais cessé d'aimer. Ce geste est bien plus qu'un couronnement, c'est une déclaration. C'est l'enfant de la Révolution, l'homme parti de rien, qui couronne l'amour de sa vie et l'élève avec lui au sommet du monde. C'est la revanche ultime sur les humiliations passées, un pardon public et éclatant. En cet instant, dans la lumière des vitraux de Notre-Dame, ils sont le couple le plus puissant et le plus glamour du monde. Napoléon, l'empereur. Joséphine, l'impératrice. Un conte de fées en apparence. Mais les contes de fées cachent souvent des drames. Et derrière les ors de l'Empire, derrière les sourires de façade et la splendeur de la cérémonie, une tragédie est déjà en train de s'écrire. Une exigence pèse sur Joséphine, plus lourde que la couronne qu'elle vient de recevoir. Donner un héritier à l'Empire. Et le temps presse. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout.
Si cette plongée dans le cœur de l'histoire vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à partager la vidéo et surtout à vous abonner pour ne pas manquer la suite de cette histoire incroyable. À très bientôt.